Bienvenue à tous et à toutes et merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce workshop. Alors vous êtes assez nombreux à vous être inscrits, donc on va laisser un petit peu de temps, le temps que, tout le monde arrive. Je vais, vous parler un petit peu du workshop en attendant. Donc aujourd'hui, c'est introduction au pentest web, et c'est-à-dire au test d'intrusion web et ce que vous allez faire, c'est exploiter vos premières failles sur un site internet. Alors, je vais vous expliquer ce que tout ça veut dire, hein, évidemment, et alors rassurez-vous si, vous ne connaissez pas le web, c'est pas grave, je suis là justement pour vous accompagner et vous donner un petit peu l'intuition, de ce que c'est la cyber quand on veut, trouver des failles sur un site web. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Ninon Herol, je suis content creator à Jeddah, depuis 2024. Donc je suis docteur, alors pas en cyber parce que le label, n'existe pas vraiment, je suis docteur en informatique, mais sur des sujets cyber, notamment, l'obfuscation de code et la rétro-ingénierie. Mais c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui car ce sont des sujets assez avancés, donc on va rester sur le pentest web qui peut être avancé, mais aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut faire des choses assez facilement juste avec un navigateur. Donc, vous commencez à arriver, donc je vais commencer tranquillement par vous présenter, Jeddah. Donc Jeddah, qu'est-ce que c'est? C'est l'école de référence pour se former aux nouveaux métiers de la tech. Donc on a de la data, de l'IA, de la cyber et du produit. Depuis 2017, on a permis à plus de 4000 élèves de changer de carrière. Pourquoi on fait ces workshops à Jeddah? Déjà, c'est pour vous montrer que la cyber, c'est à portée de tous. Tout le monde peut monter en compétence sur le sujet, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac S ou d'avoir un diplôme ingénieur ou même de savoir coder pour commencer à faire de la cyber. Et l'autre axe, c'est aussi qu'on a tous été, étudiants, élèves et on n'a pas forcément un super souvenir de ces années-là. Donc on veut vous montrer un peu aujourd'hui l'approche JEDA, parce que nous on a une approche très axée pratique et aujourd'hui on va faire de la pratique ensemble. Donc c'est un peu différent de l'approche académique et c'est pour vous donner un peu, cet aperçu de notre manière de fonctionner qu'on fait ce workshop. Alors, pour vous situer un petit peu ce qu'on va faire ce soir dans le spectre de la cyber, parce que la cyber, en fait, c'est très, très large, la cybersécurité, et ça peut être découpé en plusieurs catégories. Donc là, j'ai découpé en 5 catégories, mais on pourrait en faire plus, on pourrait en faire moins, il n'y a pas forcément un standard à ce niveau-là. Mais je voulais vous parler un peu de tout ce qui existe pour qu'on vous compreniez qu'on va vraiment faire juste un petit aspect de la cyber ce soir, qui est le test d'intrusion sur un site web. Alors, je vous présente ces 5 catégories. Donc on a déjà en premier, là où on se situe ce soir, c'est la sécurité offensive, aussi appelée Red Team. Et donc la sécurité offensive, le principe, c'est simplement de se dire: «Je vais me mettre dans la peau d'un attaquant et je vais attaquer quelque chose». Alors ça peut être attaquer un site web, ça peut être attaquer un réseau, une machine, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais l'idée, c'est vraiment de faire comme un attaquant ferait pour comprendre, comment les attaques se passent et éventuellement ensuite pouvoir les empêcher. Donc c'est très large la sécurité offensive. Là, ce soir, on va faire une partie qui est le web, mais on peut aussi imaginer, une partie qui est l'ingénierie sociale. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de phishing. Le phishing, c'est quand vous recevez, des emails qui vous invitent à cliquer sur des liens ou à télécharger des pièces jointes malveillantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, parce qu'en gros, ça va, viser plutôt l'humain plutôt que la technique. Et la sécurité offensive, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, par exemple, s'introduire dans un bâtiment. C'est de la sécurité plutôt physique, c'est pas de la sécurité informatique, mais ça peut faire partie d'une campagne de Red Team. Donc vous voyez, déjà, rien que juste dans la sécurité offensive, on a plein de choses différentes. Nous, ce soir, on va faire du test d'intrusion web ou du pentest. Et en face de la sécurité offensive, bah, forcément, on a la sécurité défensive, aussi appelée Blue Team. Donc la Blue Team, elle est là pour, empêcher les attaques d'arriver ou en tout cas réagir le plus rapidement possible si elles arrivent. Donc principalement, la Blue Team, ça va être monitorer ce qui se passe sur le réseau, monitorer ce qui se passe sur les machines pour détecter des comportements suspects. Ça va être répondre aux incidents. Donc là, c'est un incident, c'est, bah, les attaques, ça arrive forcément. Donc qu'est-ce qu'on fait quand une attaque arrive? Comment on répond? Comment on réagit le plus vite possible? Et on peut avoir de l'analyse forensique. Là, ça consiste à, analyser les traces d'une attaque pour comprendre ce qui s'est passé et reconstruire un peu tout l'historique de l'attaque. Donc ça, c'est la partie plutôt blue team. Ensuite, on a la sécurité des architectures. La sécurité des architectures, c'est avant la blue team, c'est plutôt comment je construis mon architecture, comment je la configure pour qu'elle soit la moins vulnérable possible. On veut, essayer d'empêcher le plus possible les attaques.
Donc ça va être, comment, je construis mon réseau pour qu'il soit, sécurisé. Ça va être l'installation de pare-feux, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Comment on les configure, où est-ce qu'on les met? Voilà, donc là, la sécurité des architectures, c'est très vaste en vrai, parce que ça va englober le réseau, les machines, le cloud, donc ça peut être, assez grand. Il y a toute la partie gestion d'accès, à qui a accès à quoi, comment je vérifie que les utilisateurs sont bien, les bons utilisateurs, et cetera. Ensuite, on a une partie qui est un peu moins technique, qui va être toute la partie gouvernance et risque. Donc là, ça va être par exemple des choses comme, vous avez peut-être déjà entendu parler d'ISO 27001. C'est un standard qui définit, comment on fait de la sécurité dans une organisation ou dans une entreprise. Parce que du coup, OK, on a plein de concepts techniques, on a des red teams, des blue teams, mais comment on organise tout ça pour que ce soit efficace? On va commencer par identifier les risques, parce qu'on ne va pas juste mettre des choses de défense sans savoir pourquoi on les met. Donc il faut identifier les risques. D'ailleurs, les risques, c'est pas forcément cyber, hein, ça peut être un incendie, quelque chose comme ça. Et on va mettre des choses en place pour soit limiter la possibilité que le risque arrive, soit limiter l'impact. Si le risque arrive, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit pas trop grave? Donc ça, c'est plutôt la partie gouvernance. Donc ça passe par des audits de sécurité, de la gestion des risques, et on a aussi toute la partie RGPD, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est toute la loi autour de la gestion des données privées. Donc ça, c'est une partie moins technique, mais qui finalement fait le lien avec les autres parties. Et pour finir, on a la sécurité applicative. Alors là, c'est plus la partie développement, comment on intègre la sécurité dans le développement. Donc par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de DevOps et peut-être de DevSecOps. C'est-à-dire je mets la sécurité dans le DevOps. Donc c'est comment écrire du code sécurisé, comment trouver des bugs tôt dans le process, parce qu'on ne veut pas faire une application et ensuite que la red team arrive 3 ans après pour dire ah oui mais il y avait un bug dans l'application, on voudrait le savoir avant, et comment on déploie l'application de manière sécurisée. Voilà, donc là on a 5 grands domaines de la cyber, et nous vous voyez qu'on va se retrouver en sécurité offensive et on va faire du pentest web. Alors, qu'est-ce que c'est le pentest web? Donc je disais pentest ou penetration testing en anglais, ou test d'intrusion en français. En fait, c'est simplement savoir est-ce que j'arrive à trouver des failles, là en l'occurrence sur un site web, parce qu'on fait du pentest web, mais on peut faire du pentest réseau, on peut faire, voilà, pentest c'est assez large. Nous, on va faire du web. Alors pourquoi le web ce soir? Heu, c'est pour, alors c'est parce que les sites web sont, encore très présents aujourd'hui. Même si effectivement avec l'arrivée des smartphones, les applications commencent à aussi être très, très utilisées, on utilise quand même encore beaucoup, les sites web, et on fait des choses quand même assez critiques dessus. On a des sites web bancaires, on commande en ligne, on utilise des moyens de paiement, donc c'est quand même, assez encore très important dans nos vies et très critique. Donc notamment, je peux vous citer un exemple, alors qui commence à dater, il a plus de 10 ans. C'est en 2015 où, on a par exemple un adolescent de 15 ans qui a trouvé une vulnérabilité sur un site web et qui a réussi à extraire les données clients. Alors il s'agissait d'un opérateur téléphonique, et donc il a extrait, plus de 100 000 données clients, et du coup ça forcément, déjà, l'opérateur téléphonique a une amende assez salée. Et puis, il y a une perte de confiance, des clients, et du coup, les clients de l'opérateur sont un peu plus susceptibles aux arnaques, parce qu'une fois qu'on a des informations personnelles, c'est plus facile de construire du phishing ou des arnaques, et cetera. Donc forcément, ça a un impact quand même assez fort, et aujourd'hui, on reçoit tous quand même régulièrement des mails pour dire que nos données ont fuité, d'un site ou d'un autre. Donc ça montre que la sécurité web, c'est encore très d'actualité. Et d'ailleurs, la vulnérabilité qui a été utilisée par cet adolescent, en 2015, c'est une vulnérabilité qu'on va voir aujourd'hui. C'est un grand classique. Il faut savoir que maintenant, avec la sécurité moderne, c'est un peu plus rare d'avoir une vulnérabilité qui permet de vraiment, extraire des données aussi facilement. Souvent, c'est plutôt un enchaînement de différentes vulnérabilités, mais voilà, ça commence toujours par une première vulnérabilité, et ça reste quand même toujours très important, la sécurité des applications web. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va, travailler ensemble sur OWASP Juice Shop. Alors, qu'est-ce que OWASP Juice Shop et qu'est-ce qu'on va faire? OWASP Juice Shop, c'est un site web, qui est volontairement vulnérable. Donc il va contenir, plus d'une centaine de vulnérabilités. Alors, pas tout à fait une centaine de vulnérabilités, en vrai, c'est plutôt des challenges.
Donc dans les challenges, il y a des vulnérabilités, mais des fois, il y a juste trouver des secrets, par exemple, trouver des choses cachées. C'est pas en soi vraiment une vulnérabilité, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Pourquoi on utilise OWASP Shop? Alors OWASP, en fait, c'est une, organisation, bah, qui fait plein de choses pour la sécurité, donc qui, voilà, produit, ce genre d'outils pour s'entraîner. Il y a plein de ressources sur leur site sur la sécurité, notamment du web, mais pas que. Donc voilà, c'est un peu la référence si vous voulez, aller sur leur site et commencer à regarder, vous pouvez. Je commence par 2 warnings, donc en tout cas une remarque et un warning. Mon 1er warning, c'est, ce qu'on va faire aujourd'hui, ne le faites pas, sur n'importe quel site. Vous pouvez le refaire sur WasPSushop, c'est fait pour ça. Par contre, n'allez pas, tester des vulnérabilités sur n'importe quel site sur internet, c'est illégal. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire soit avec la permission explicite de la personne qui maintient le site, soit sur des sites d'entraînement qui sont, genre vraiment faits pour ça et donc vous avez le droit, de vous entraîner sur ces sites-là au Pentest Web. Mais voilà, il faut se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'attaque. Donc c'est pas, voilà, c'est pas innocent, donc il faut, toujours faire attention. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attaquer? Est-ce que vous avez le droit? 2e, remarque, pas trop un warning mais une remarque, c'est que Heu, vous peut-être que vous n'y connaissez en rien en web. Je ne sais pas, votre niveau, sur le web, donc peut-être que vous ne connaissez pas du tout comment ça marche un site web et cetera. C'est pas grave du tout. L'idée, c'est que justement, je sois là un peu pour vous guider et vous abstraire. Il y a certaines choses où je vais vous dire juste: «Ça marche comme ça». C'est pas grave, c'est normal. Enfin déjà, bah, pour faire du pentest web, il faut quand même savoir un petit peu comment le web fonctionne, mais on n'a pas le temps de vous faire un grand cours sur le web, c'est pas le but c'est de pratiquer. Donc il y a des fois où je vais juste vous dire: «Non mais ça marche comme ça. Ça, c'est comme ça» et l'idée, c'est pour que justement vous puissiez voir la partie pentest et que je vous aide un peu sur la partie web, que je vous guide un peu, sur cette partie-là. Mais si vous comprenez pas tous les détails techniques derrière ce qu'on va faire, c'est normal. C'est absolument pas un problème. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez creuser après si ça vous intéresse, mais en soi, l'idée c'est juste ici d'avoir un petit peu l'aspect cyber, l'aspect, on trouve des choses, c'est intéressant, on résout des challenges. La partie web, c'est pas très grave, ça peut s'apprendre après, si on en a besoin. Alors, je vous montre donc OWASP Juice Shop. Alors, si vous voulez suivre en même temps que moi, il faut savoir que j'ai déployé OWASP Juice Shop sur mon ordinateur parce que, bah, je vais vous faire une démo, j'ai envie que ce soit stable, donc je l'ai fait sur mon ordi et c'est ce qu'on conseille. En général, si vous voulez passer du temps dessus, c'est mieux de le mettre sur votre ordi, mais comme ça demande un petit peu d'installation, vous pouvez, si vous voulez suivre en même temps que moi, utiliser les instances publiques. Donc il y a 2 instances publiques. Hop, je vais les actualiser parce que c'est pas toujours voilà. On a, juiceshopherokuapp.com et on a preview oasjuiceshop.shop. Donc vous pouvez les retrouver sur Google, vous avez aussi les liens, dans le mail du workshop. Mais, voilà, ce sont 2 instances publiques que vous pouvez utiliser pour m'accompagner. Par contre, il faut savoir que comme ce sont des instances publiques et qu'on est sur des sites vulnérables, bah, elles ont tendance à être un peu, en panne. Notamment, là, je pense que Heroku est en panne actuellement parce qu'il se passe pas grand-chose quand je clique. Bon, c'est normal, l'application est un petit peu, elle est en train de rebooter, elle reboot régulièrement. La preview a l'air un peu plus stable en général, donc vous pouvez essayer celle-là. Mais c'est normal, on parle de sites web vulnérables, tout le monde est en train de s'entraider dessus en même temps, donc forcément, ça mélange un petit peu et ça fait que les sites ont tendance à redémarrer. Donc c'est pour ça que les instances privées sont plus stables, mais voilà, vous allez pas forcément faire l'installation, ça demande un petit peu d'effort, donc n'hésitez pas à tester sur preview.owapsjuice.shop. Ça marche plutôt bien aussi. Vous pouvez suivre les étapes que je vais faire. Mais du coup, c'est normal si, vous êtes sur preview, ne vous inquiétez pas, moi ce sera localhost, mon URL, c'est normal. Le reste, tout ce qui est après, le début de l'URL, ce sera pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait, quand on veut faire un test d'intrusion sur un site web? La première chose à faire, c'est de faire de la reconnaissance, simplement pour voir ce que fait le site web, comprendre, bah, le principe du site web, et surtout voir à quoi on a accès. Donc par exemple, la 1re page du site, ça nous amène sur une page avec des produits, donc on voit que c'est un espèce de site web de marché pour vendre des jus de fruits, et on voit qu'on peut cliquer sur les produits, on a accès à des reviews, on peut les ajouter, au panier. Voilà, donc l'idée, c'est un peu de cliquer partout, de voir à quoi, on a accès. Là, par exemple, ce qui peut être intéressant sur ce site, c'est qu'on a un menu à gauche, qui va nous montrer différentes choses. Donc par exemple, un formulaire pour les clients pour donner du feedback. On a un chat IA
Ça peut toujours être intéressant d'essayer, de voir ce qu'on peut, donner, comme, instruction. On a une page About Us et on a une page avec des photos. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a d'accessible ici. Je vous montre pas parce que ça, Help Getting Started, c'est pour vous aider justement à accéder, enfin à faire les challenges du site et GitHub, c'est le code, du site. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant quand on fait un peu cette étape de reconnaissance, c'est voir aussi le côté account. Donc on a des comptes clients. Ça peut être très intéressant, ça veut dire des données clients, est-ce qu'on peut accéder à ces comptes, comment ça se passe, et cetera. Donc là, un petit point d'intérêt. Et ensuite j'ai un panier, bon, je vais juste le vider pour qu'il soit vide, mais voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a visuellement, donc l'idée c'est on clique, on se balade sur le site et on voit ce qu'on a. Et maintenant, on va commencer avec le premier challenge. Donc là, c'est pas tout à fait une vulnérabilité, c'est plutôt un challenge. Comme je vous disais, des fois, c'est trouver juste des secrets, des choses qui sont pas accessibles directement comme ça. Et le premier challenge, en fait, ça va être de trouver le scoreboard. Parce que sur OWASP Juice Shop, comme il y a plus d'une centaine de challenges, il y a un scoreboard, une page qui va vous montrer, en fait, tous les challenges que vous avez résolus. Parce que le site voit quand vous trouvez une vulne, quand vous résolvez un challenge, le site le voit et va vous dire: «OK, vous avez résolu, un challenge sur 100». Et donc le premier, c'est de trouver ce fameux scoreboard qui va nous dire combien on a résolu de challenge. Donc vous avez vu que quand j'ai cliqué un peu partout, il n'y avait pas de scoreboard, on n'a pas de page, là faites-moi confiance, hein, ceci n'amènera pas au scoreboard, mais on n'a rien vraiment sur le site où il y a marqué scoreboard. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est taper dans la barre de recherche. Là on est sur search, donc par exemple on pourrait taper scoreboard et puis, voilà, je sais pas, taper board, taper score, on pourrait essayer, on pourrait le faire à la main, et essayer plein d'URL et voir si on arrive à trouver, le scoreboard. Alors on va pas faire ça. Il y a des outils qui automatisent ça, hein, qui vont tester un peu les URL pour voir si on peut trouver des choses. Bon, là, en l'occurrence, on va pas faire comme ça pour le trouver, on va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est alors, je vais vous dire, en fait, un site web, il y a ce qu'on voit, mais il y a le code du site web, forcément. En fait, tout est décrit dans du code. C'est le principe un peu de l'informatique, hein, il y a du code qui décrit, le logo, il est là, les produits sont là, et cetera. Donc s'il y a une page scoreboard, il devrait être dans le code, normalement. Même si on peut pas la voir en cliquant, ça veut dire que, elle doit être quelque part dans le code du site. Donc, vous avez peut-être déjà fait ça, par curiosité, mais on peut faire déjà quelque chose de simple, c'est faire un clic droit n'importe où sur le site et faire code source de la page. Bon, là on a un code source. Alors je vais vous le dire, là c'est là où je vous aide un petit peu sur la partie web, mais ça va pas beaucoup nous aider ce code source. Enfin, en vrai, il y a des choses intéressantes, mais c'est pas facile à lire, c'est pas forcément et on voit qu'il y a pas grand-chose, en fait. Vous voyez, il y a 34 lignes, hein, donc on va pas aller très loin avec 34 lignes, a priori, hein, ça ne décrit pas, tout le site web. Alors c'est parce que là, c'est du HTML et le HTML, c'est vraiment juste pour décrire la forme du site. Donc il y a pas la logique, il y a pas «Ah, si je clique sur un produit, je peux l'ajouter dans mon panier». Tout ça, ça peut pas être décrit en HTML. Donc ça veut dire que ce fichier-là, c'est peut-être pas celui qu'il nous faut. C'est pas grave, on va aller utiliser des outils un peu plus avancés et on va ouvrir les outils développeurs. Alors, les outils développeurs, donc si vous êtes, je vous conseille quand même Firefox ou Chrome, c'est ceux qu'on utilise le plus pour les outils développeurs, hein, et si vous êtes là je suis sous Firefox, mais si vous êtes sous Chrome, ça va être quasiment la même chose, donc vous pourrez suivre. Donc voilà, comment je sors les outils développeurs? Alors, il y a différents raccourcis clavier, mais si vous vous souvenez plus des raccourcis clavier, il y a toujours quelque chose comme outils supplémentaires ou outils de développement et on trouve les outils de développement web, voilà et on peut les afficher comme ça. Donc ce que vous voulez, c'est cette console, cette barre-là avec plein de choses. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout utiliser, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les outils du développeur, mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le code du site. Donc quand vous l'ouvrez, normalement, vous tombez sur, l'onglet inspecteur et c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Alors parce que inspecteur, ça nous permettrait effectivement d'aller inspecter des objets sur la page, mais c'est pas ça qu'on va aller faire. Ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur Debugger. On va pas déboguer, mais on voudrait juste le code. Et quand je clique sur Debugger, à gauche, j'ai un onglet Sources. Et donc là, ça me donne toutes les sources du site. Et vous voyez qu'on va retrouver index, qui est la page qu'on a vue tout à l'heure HTML où il n'y avait pas grand-chose, mais on va aussi avoir plein de .js. Et ces .js, ça va nous intéresser, parce que comme je disais, le HTML, il peut pas avoir la logique du site, mais les .js, c'est du JavaScript, et ça va avoir la logique du site. Donc on va aller voir dans ces .js. Et c'est là aussi où je vais vous aider un petit peu, parce qu'on va pas aller tous les regarder. On va aller directement sur le plus intéressant qui s'appelle main.js. Main, principal, il y a rien qui est quelque chose d'intéressant dedans.
Alors, on clique sur Main, il va s'afficher ici au milieu. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, j'ai tout le code de main.js. Alors, ce que vous pouvez faire pour y voir un tout petit peu plus clair, c'est cliquer sur cette petite icône en bas, qui va juste nous le rendre un peu plus lisible pour un humain. Parce que là, c'était un peu formaté pour un ordinateur, en mode, on met tout ensemble. Là, ça va un peu plus aéré, on peut lire un peu plus facilement. Par contre, on a un petit problème, c'est que main.js, si vous regardez, il fait 46 000 lignes, presque 47 000. Ça fait beaucoup de lignes. On va peut-être pas lire ça, en entier parce qu'en plus, bah, on ne sait pas forcément faire de JavaScript, donc du coup, bah, on n'a pas du tout envie de lire tout ça. Et puis voilà, 40 000 lignes de code, c'est vraiment beaucoup, donc on va pas lire ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir en cyber, c'est: j'ai beaucoup de code, j'ai beaucoup de logs, j'ai beaucoup d'informations et il faut que je trouve pile poil celle qu'il me faut. Et en fait, ça revient sur pas mal de domaines de la cybersécurité, hein, cette idée de retrouver l'information exacte qu'on veut dans, bah, c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin, quoi. Donc comment on fait? Bah, ici, pareil, je vais vous donner des petits indices, hein, parce que sinon, on va pas regarder, tout ce code-là. Ce qu'on va aller chercher, on va faire un CTRL F, hein, tout simplement, ou pomme F, et on va chercher un mot qui nous permet de trouver cette page de scoreboard. Alors c'est là où je vous aide un petit peu. Dans un JavaScript, les URL d'un site, elles vont être définies avec un mot-clé qui s'appelle path, pour chemin. Et en fait, normalement, chemin, ça va nous donner un peu toutes les URL qui existent sur le site. Donc on va chercher path et on va voir si on trouve, des URL intéressantes. Donc j'écris path 2 points. Alors là, j'en ai un premier, peut-être pas celui-là qui m'intéresse. Là, j'ai une fonction. Là, j'ai encore quelque chose, je sais pas trop. Ah, là, ça commence à être intéressant parce que vous voyez que j'ai un path administration, path accounting, et en fait, là, je vais avoir tout un tas de chemins qui se suivent, avec des différents mots. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dérouler la liste, parce que je sais que scoreboard est pas très loin, et on va chercher le scoreboard. On va voir s'il y a un path qui correspond à quelque chose de score qui ressemblerait à un scoreboard. Là, j'ai des adresses, c'est pas ça, le panier, le contact, et au bout d'un moment, on va finir par tomber sur le score-board. Donc si j'essaye cette URL, juste score-board, est-ce que je trouve quelque chose? Eh ben, on va voir tout de suite, hein. Yes! Hop, je vais fermer les outils. Donc vous voyez, quand vous résolvez un challenge, il y a les petits confettis qui apparaissent et une barre qui va vous dire: «Vous avez, résolu tel challenge». Donc si vous faites ça sur les instances publiques, vous verrez qu'il y a plus de challenges qui sont résolus parce que, bah, tout le monde est sur le même site, donc forcément ça mélange les scores de tout le monde. Mais, si vous faites ça sur une instance à vous, bah, vous aurez vraiment la progression, des challenges. Donc ce scoreboard, il est pratique parce qu'il permet de voir où est-ce qu'on en est. Bah, on a fait 1 des challenges, donc il y a des challenges de hacking, des challenges de coding, et ils sont, là vous avez en fait même le détail des challenges. Donc vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez avoir, voilà, des choses qui vous aident. Déjà rien que le nom du challenge, ça peut vous donner une piste, mais, vous avez même des hints qui peuvent s'afficher pour vous aider à trouver, qu'est-ce que c'est que ce challenge. Donc c'est vraiment, si vous voulez vraiment passer du temps, pour, résoudre un tas de challenges, c'est vraiment très bien fait. Ils sont aussi classés par difficulté, donc vous pouvez déjà essayer par exemple de faire les difficultés 1 et voir ce que ça donne. Mais voilà, et puis, vous voyez, vous pouvez les classer par type, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est quand même un site web très bien fait et assez complet à ce niveau-là. Donc on a trouvé le scoreboard, félicitations à nous. Donc c'est pour vous montrer ça très simplement, que c'est pas parce qu'une URL n'est pas accessible en cliquant, parce que vous voyez effectivement le scoreboard il y était pas sur le site quand je me suis un peu baladée au hasard, c'est pas parce qu'il n'est pas sur la page, d'accueil qu'il n'est pas accessible. En fait, même si l'URL elle est «cachée» entre guillemets, bah, elle existe et on peut aller dessus. Donc si votre seule mesure de sécurité c'est pas sur la page d'accueil, ça ne suffit pas, ça ne protège rien du tout au final. Si par exemple je teste, dans les paths, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait administration. Est-ce que je vais arriver à accéder à quelque chose auquel j'ai pas le droit? Alors là, non. Effectivement, l'URL existe, hein, puisqu'il y a, je sais pas, un 404, j'ai un 403. 404, c'est si l'URL n'existe pas. Là, j'ai un 403, mais j'ai un, du coup, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page. Donc là, l'URL existe, mais il y a une mesure de sécurité en plus qui fait que j'ai pas le droit d'accéder à cette page. Donc là, c'est bien fait. Alors que scoreboard, bah, au final, il n'y avait aucune mesure, je pouvais y accéder comme je voulais. Voilà, donc ça, c'était notre premier challenge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement, allez, on va se connecter en tant qu'administrateur. On va aller directement, au compte admin, on va pas perdre de temps,
Et on va faire ça avec une vulnérabilité très classique. C'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, l'adolescent de 15 ans là qui a qui a réussi à trouver une vulnérabilité sur un site et c'est une vulnérabilité ultra classique quand on parle, de pentest web, c'est les injections SQL. Alors, qu'est-ce qu'une injection SQL? Je vais vous expliquer, mais assez rapidement, parce que vous ne savez même pas, probablement pas ce que c'est le SQL, ou peut-être que vous savez, mais du coup, je vais vous expliquer ça avec un petit schéma que je vais retrouver là, voilà. Donc je vous explique, mais dans les grandes lignes, et si vous comprenez pas tous les détails, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que quand vous donnez une information à un site web, par exemple, vous vous connectez, vous lui donnez votre mail et votre mot de passe. Le serveur, il va faire quelque chose avec ce mail et ce mot de passe, il est censé vérifier qu'ils sont corrects. Donc il va faire quelque chose. Et à chaque fois que, en tant qu'utilisateur, vous pouvez donner quelque chose au serveur et qu'il va en faire quelque chose, c'est intéressant niveau attaque. Parce que vous pouvez, du coup, injecter des choses. Et en fait, là, on va faire les injections SQL, mais les injections de manière générale, c'est le premier vecteur d'attaque, parce que c'est-à-dire qu'on peut donner des données au serveur, on peut donner quelque chose au serveur, et il va faire quelque chose avec. Donc quand on fait une injection SQL, on donne donc typiquement un mail, un mot de passe. Le serveur, lui, il a une base de données qui utilise justement SQL, le langage SQL, et il va du coup demander à la base de données si le mot de passe enfin si l'email et le mot de passe correspondent à quelque chose. Donc il va créer un code SQL, enfin du code SQL, ce qu'on appelle une requête SQL, et il va mettre dedans votre mot de passe et votre mail, et dire bah, donne-moi tous les utilisateurs qui ont ce mot de passe et ce mail. La base de données, soit elle trouve pas. Donc si elle trouve, elle renvoie le compte, et le serveur dit OK, c'est bon, cet utilisateur a le droit d'accéder, et il renvoie l'accès à votre compte. Ça, c'est quand ça se passe bien. Et si on est un attaquant, alors c'est pas, je pense que c'est pas assez zoomé, mais c'est pas grave. Si on est un attaquant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un mail normal, on va mettre du code SQL. Et en mettant ce code SQL, en fait, on va casser le code SQL du serveur. C'est-à-dire que lui, où il est censé demander à sa base de données: «Donne-moi, tel utilisateur qui a tel mail et tel mot de passe», il va envoyer en fait une requête cassée qu'on a réussi à modifier, et ça va en fait, exploiter une vulnérabilité, parce qu'on arrive à en gros, au lieu de demander: «Donne-moi, tel utilisateur», on va lui dire, «Donne-moi, l'administrateur», par exemple. Donc si ça vous intéresse un peu juste de comprendre, le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper, j'aimerais bien zoomer un peu plus, pas autant, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper en fait comme je disais, un code SQL. Alors ça va c'est très bizarre, hein, les injections SQL, on va taper, apostrophe or 1 égale 1 tiret, tiret. Alors là, effectivement, c'est un peu bizarre, ça n'est pas un mail valide, c'est sûr. Mais l'idée, c'est qu'en tapant ça, en fait, quand on va mettre ça dans le code, du serveur qui veut demander à la base de données, le compte, ça va transformer la requête en: «Donne-moi tous les utilisateurs où le mail ne vaut rien», parce qu'on a mis une apostrophe, donc on ferme le champ mail déjà. Les 2 tirets à la fin, ça va complètement effacer le check du password, parce que du coup, 2 tirets, ça veut dire, ignore tout ce qu'il y a après, donc hop, on enlève la moitié de la requête. Et l'intérêt du OR 1 égale 1, c'est que 1 égale 1, c'est toujours vrai. Donc c'est un peu comme si on disait à la base de données: «Ah, vérifie que l'utilisateur est bon, ou sinon dis-moi si le ciel est bleu». Bah, comme le ciel est toujours bleu, la base de données va dire: «Ah bah oui, bah le ciel est toujours bleu, donc le ciel est toujours bleu, bah c'est vrai pour tous les utilisateurs, donc je te renvoie, l'utilisateur que tu veux, puisque de toute façon c'est vrai». Donc c'est un peu cette logique-là, c'est on lui dit quelque chose qui est tout le temps vrai, et comme ça la base de données c'est, «Ah donc je renvoie tous les utilisateurs, si le ciel est bleu, bah oui le ciel est bleu, donc hop, je renvoie tout». Et en gros c'est ça, à chaque fois les injections, c'est rajouter quelque chose qui va casser le comportement attendu et qui va provoquer, des comportements qui au final sont logiques, hein. La requête SQL, elle est correctement interprétée par la base de données, c'est juste qu'on n'est pas censé pouvoir écrire ça, dans la requête du serveur. Et ben allons-y, faisons ça. On va prendre exactement cette injection d'ailleurs, hein. Alors parce que des injections SQL, il y en a plein, parce que ça dépend comment la requête est construite. Donc souvent, vous avez tout un tas de d'injections à tester, et puis vous testez, et puis potentiellement, si vous avez certains messages d'erreur, vous pouvez essayer d'en déduire, certaines choses. Mais là, on va pas se complexifier la vie, je vais vous dire que cette, injection va marcher. Donc je mets apostrophe or 1 égale 1, 2 tirets dans le mail. Dans le mot de passe, je mets A, juste parce qu'il lui faut quelque chose, hein, pour pouvoir se loguer.
et j'appuie sur le login. J'ai mes confettis, c'est bon signe. Donc effectivement, ça veut dire que j'ai réussi à me connecter en admin. Si je clique sur account, je vois bien que mon mail, c'est admin@justshop.com, enfin justshop.hop. Donc je suis bien connectée sur le compte admin. Alors j'ai pas le mot de passe admin, j'ai juste réussi à me connecter. Techniquement, j'ai pas encore toutes les informations pour, par exemple, revenir plus tard. Si, quelqu'un, corrige la vulnérabilité, bah, je n'aurai plus accès au compte admin. Donc j'ai pas complètement, réussi à accéder à tout ce que je voulais, mais enfin quand même déjà, c'est pas mal, hein. Donc voilà, vous voyez qu'avec vraiment là, j'ai même pas sorti les outils développeurs, j'ai vraiment sorti aucun outil, en fait. J'ai mis un certain champ de texte dans l'email et j'ai réussi à me connecter à un compte très privilégié puisque c'est quand même le compte admin. Alors pourquoi le compte admin? Parce que vous voyez qu'ici j'ai marqué admin nulle part, donc c'est un peu bizarre pourquoi j'ai réussi à me connecter au compte admin en particulier. Alors c'est parce que l'injection SQL que j'ai fait, elle dit à la base de données du coup: «Renvoie-moi tout». Alors OK, la base de données va renvoyer tout, mais le serveur, il est je ne veux pas connecter à tous les comptes en même temps. Il faut que j'en choisisse un. Donc il va choisir le premier de la liste qui lui est envoyée. Et très souvent, quel compte on crée en premier quand on fait un site web? Bah, c'est le compte admin. Donc si on réussit à trouver le premier compte, ça va être souvent, le compte administrateur. Après, il y a aussi des injections SQL qui permettent de demander spécifiquement le compte admin ou n'importe quel compte, hein. Donc là, c'est juste qu'on a utilisé la plus simple possible, mais on peut faire des choses un peu plus poussées, hein. Voilà, on est connecté en compte admin, super. Bon concrètement, là déjà, il y a encore trouver le mot de passe admin peut-être, mais bon déjà quand même on est bien là, on est quand même très content. Hem, Ce que je voulais vous montrer qui est assez intéressant aussi, c'est que maintenant qu'on est connecté en compte admin, si je tape administration, vous vous souvenez de l'URL où je vous disais, bah, elle est pas cachée, mais j'y ai pas accès. Et bah, là maintenant j'y ai accès puisque je suis admin, donc j'ai accès à administration, c'est logique. Donc là j'ai encore, eu des confettis, donc hop, un petit challenge bonus. Et donc là, bon, nous, on va rien faire avec la page administration, hein, mais du coup, vous voyez qu'en plus d'avoir accès au compte admin, ça permet d'accéder à certaines URL auxquelles on n'avait pas accès jusqu'ici et du coup, ça permet, d'avoir, bah, potentiellement, certaines informations et cetera. Alors, j'ai pas, on va pas faire le challenge là-dessus aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, dès qu'on peut mettre quelque chose dans un champ et qu'on peut l'envoyer au serveur, c'est intéressant pour un attaquant. Donc tout à l'heure, on a vu un feedback, un customer feedback dans lequel on peut mettre, alors je contrôle pas l'auteur, mais je peux mettre des commentaires, je peux mettre des étoiles, je peux mettre un captcha. Bon, et il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Honnêtement, je ne sais pas, hein, j'ai pas regardé, mais c'est typiquement le genre de choses en tant qu'attaquant où on se dirait: «OK, je peux mettre du texte, ça va être utilisé par le serveur pour afficher», parce que là, les feedbacks, ils sont ensuite affichés sur les produits, donc c'est-à-dire que le serveur fait quelque chose avec. Est-ce que je peux mettre du code dedans, que le serveur va ensuite exécuter? Je ne sais pas, pour l'afficher et cetera. C'est possible, voilà, c'est très probable vu le vu le site, mais voilà, à chaque fois qu'on a, quelque chose qu'on peut envoyer au serveur, il faut se dire: «OK, qu'est-ce que je peux mettre dedans qui pourrait casser le comportement attendu du serveur?» Très bien, donc là, on a fait, un premier challenge qui était assez facile, trouver une URL. Un deuxième qui était déjà plus compliqué, hein, on a donc comme vous avez vu le premier, il y avait quasiment pas besoin de enfin, il fallait comprendre un petit peu, le main.js, fallait comprendre que le JavaScript c'était intéressant, fallait connaître le path, donc il y a des petites connaissances à avoir quand même sur le code. Ensuite, bah, les injections SQL, faut comprendre, enfin, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe derrière, bah, faut comprendre le SQL, comprendre ce qui se passe avec l'injection, mais vous avez vu qu'on a quand même réussi à le faire, même sans connaître le SQL, même sans connaître, le JavaScript, on peut trouver quand même des informations et arriver à exploiter des failles. Pour un troisième petit challenge, on va accéder au panier d'un autre utilisateur. Alors, ça va être la plus avancée, vous allez voir, on va faire des choses, avec les outils développeurs, assez, un peu plus compliquées, mais, vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Donc, ce que je voudrais faire, c'est accéder au panier d'un utilisateur. Alors, pourquoi c'est un petit peu différent qu'accéder par exemple au scoreboard? C'est parce que le panier d'utilisateur, c'est un objet qu'a le serveur. Le serveur, il garde en tête, hein, parce que les paniers, c'est sauvegardé, il va garder en tête que, vous voyez, par exemple, quand on s'est connecté sur admin, il avait encore son panier rempli, moi j'ai rien fait, hein. Donc c'est quelque chose qui était enregistré par le serveur que admin a un panier avec ces objets-là. Tel utilisateur a un panier avec ces objets-là. Donc il a besoin d'avoir une liste d'objets, et de savoir à qui appartient, chaque panier. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si je lui demande par exemple: «Bah, donne-moi le panier de tel autre utilisateur?»
est-ce que le serveur a bien une sécurité en place qui lui dit: «Oui, tu as le droit d'accéder à ce panier» ou «Non, tu n'as pas le droit d'accéder à ce panier». Alors c'est un peu plus compliqué que les URL parce que le panier, comme je disais, c'est un objet, c'est pas vraiment une URL, hein. On va voir un petit peu en détail comment ça se passe, dans le navigateur et ce qui fait que c'est une vulnérabilité un peu différente, techniquement qui s'appelle IDOR, parce que c'est Insecure Direct Object Reference, donc référence à un objet qui n'est pas sécurisé, puisqu'on arrive à accéder à l'objet alors qu'on n'a pas le droit. Mais voilà, on va pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu, ce qui se passe. En gros, techniquement, c'est un peu le même principe que l'URL, mais cette fois, on va le faire avec un objet. On va demander accès à un objet, auquel on ne devrait pas avoir accès. Alors, comment on fait ça? Il faut être connecté en tant qu'administrateur. Donc on reste bien connecté en tant qu'administrateur et on va, essayer d'accéder au panier de quelqu'un d'autre. Alors, vous avez vu, quand, quand je clique sur le panier, mon URL en haut, c'est, donc localhost pour moi, peut-être preview de shop pour vous et puis slash basket. OK, très bien. Mais du coup, l'URL, c'est slash basket. C'est pas slash basket 001, parce que je vous dis, le panier, c'est un objet unique. Moi, j'ai un panier unique en tant qu'administrateur. Mais il y a pas vraiment de choses uniques dans l'URL. C'est-à-dire que si je me connecte en tant qu'un autre utilisateur, ça va être aussi slash basket et j'aurai un autre panier par contre. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand je fais slash basket, je demande ça au serveur et c'est le serveur qui se dit: «Ah, c'est administrateur qui me demande slash basket, donc je lui renvoie le panier administrateur». Alors, comment on va faire pour lui demander le panier de quelqu'un d'autre? On va ouvrir nos outils développeurs, encore une fois, et on va aller cette fois sur l'onglet Réseau. Donc l'onglet Réseau, ça va nous montrer toutes les requêtes entre votre navigateur et votre serveur. Donc comme je disais, hein, voilà, on a le navigateur sur lequel vous faites des choses, et une fois que vous appuyez par exemple sur Entrée, bah, le navigateur il envoie une requête au serveur et dit bah, l'utilisateur a demandé le panier. Donc le serveur lui ensuite dit ah oui le panier c'est tel objet, je renvoie tel objet. Donc on va utiliser l'onglet Réseau pour voir ces requêtes passer. Donc quand vous allez cliquer sur Réseau, vous verrez qu'il vous dit de recharger la page, parce qu'en gros là, bah, il n'a pas vu la requête, donc on va recharger pour renvoyer la requête et qu'il puisse bien la voir passer. Donc j'appuie simplement sur Actualiser, et là je vois 3 requêtes. Alors, on va pas rentrer trop dans les détails des requêtes, hein, forcément, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu il y a beaucoup de choses dans les requêtes, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, est-ce que je peux cacher? Voilà. On voit 3 requêtes, donc à chaque fois get, OK. Donc get, c'est pour avoir une information, et alors là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on voit pas basket. Alors c'est parce qu'il manque une colonne, qui serait quand même intéressante pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic droit sur les colonnes et on va cliquer sur URL, parce que j'aimerais bien voir l'URL de la requête. Hop, et je vais cacher ça parce que ça m'intéresse pas. Montre-moi l'URL, voilà. Donc là, je vois bien une requête vers slash basket, donc c'est bien ce que j'ai fait quand j'ai appuyé sur entrée, je lui ai dit: «Bah, donne-moi slash basket», et ensuite, bon, à chaque fois que je clique, il me donne le détail, et ensuite on voit 2 requêtes vers slash rest slash basket 1 et une autre. Il l'a fait 2 fois. Bon, là c'est intéressant parce qu'on voit un 1. Comme je disais, chaque objet panier, il doit avoir normalement une espèce de numéro, quelque chose qui l'identifie, uniquement. Donc /1, c'est intéressant parce qu'on se dit: «Ah là, on a l'impression quand même d'aller demander le panier 1». Donc il y a peut-être l'info intéressante ici qu'on veut, c'est, je veux, chercher le basket 1. Alors si on fait bêtement, on va essayer, hein, /rest /basket. Si j'arrive à mettre un slash, ça marchera mieux, et je vais demander le 2 par exemple. Si je demande le basket 2, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, ça ne marche pas. Hop, attendez, je cache, donc là, erreur, on voit même plus le site, donc là, alors il dit: «No authorization header was found». Alors ça, c'est simplement parce qu'en fait, là, on a fait une requête dans l'URL, donc on a tapé, une URL, on a appuyé sur entrée, et ça, c'est des requêtes d'une certaine forme. Je tape une URL dans le navigateur il fait: «Ah OK, c'est une requête URL, donc je vais construire ma requête de tel type». Il va remplir les fameux headers, ce authorization header. En fait, les headers, c'est plein de choses dans les requêtes qui vont, façonner la requête, donner plein d'informations, et cetera, et il s'avère que ce /rest/basket2, c'est pas une requête qu'on peut faire avec une URL. C'est pas ce type-là qu'il nous faut.
Donc par contre, il est content parce que j'ai trouvé une erreur, normalement, un site web ne devrait pas vous mettre une grosse erreur, en disant que ça ne va pas du tout. Donc ça nous fait gagner, un petit confetti. Mais alors, hop, si je remets ma page réseau, si vous regardez un petit peu, la première requête qui était en slash basket qu'on avait bien mis dans notre barre d'URL, c'est un type document et un type surtout HTML, c'est ça qui nous intéresse et on voit que les 2 autres, là, le fameux slash rest, c'est du JSON. Je vous donne pas les détails, mais en gros, c'est ça qui montre que la première, c'est bien une requête URL que j'ai tapée dans ma barre d'URL et les autres, c'est des requêtes de type différent. Donc il faudrait qu'on arrive à faire une requête sur ce slash rest slash basket, mais pas en passant par le navigateur. Alors, on pourrait le faire à la main. Vous voyez, une requête, c'est tout ça en fait, hein. C'est des en-têtes, le fameux header, donc là, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Donc on pourrait construire une requête à la main et la faire sur le slash rest slash basket 2, mais ça demande beaucoup de travail, donc on va pas faire ça. On va faire un clic droit sur la requête et on va faire modifier et renvoyer. Une fois qu'on a fait modifier, envoyer, à gauche, on a une nouvelle requête et donc tous les headers sont déjà remplis, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc on va renvoyer exactement la même requête, mais ce qu'on veut faire, c'est le renvoyer sur slash 2 pour avoir peut-être un autre panier. Bon, je ne sais pas si slash 2 existe, mais je vais essayer. Hop, pardon, faut pas faire entrer. Je fais ici envoyer et alors je ferme mes outils et donc là, j'ai bien eu les confettis et le message qui me dit que j'ai bien résolu le challenge. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais je suis toujours sur le panier de l'administrateur, donc c'est un petit peu bizarre». Alors si je rouvre évidemment, il faut que je le refasse. Si je rouvre mes outils que je n'aurais pas dû fermer aussi rapidement, je refais juste la même chose, hein. Je remets un basket 2 pour vous montrer le résultat. Parce qu'effectivement, vous ne verrez pas la page bouger. Alors pourquoi? C'est parce que du coup, j'ai fait une requête, pas HTML, j'ai juste fait la requête REST-basket2, donc j'ai juste la réponse, de l'objet. On m'a juste donné l'objet, mais on m'a pas, donné toute la page avec l'objet qui s'affiche correctement. Donc comment je sais que ça a marché? Alors déjà parce que j'ai une réponse, c'est bon signe, une réponse 200 OK, c'est quand même très bon signe. Et alors ce que je peux faire, c'est aller dans l'onglet «Réponses» et déjà j'ai un statut success, c'est bien. J'ai bien un ID 2, parce que j'ai demandé le basket 2, et si je vais alors tout ça c'est un format JSON, vous vous embêtez pas avec ça. Ce qui va nous prouver qu'on a bien un panier, c'est qu'ici, voilà, j'ai un produit Raspberry Juice, qui est bien différent de ce que j'ai, affiché pour le panier administrateur. Donc en fait, le panier, c'est juste que là, c'est du code en gros, donc je ne peux pas l'afficher, facilement dans ma page web, mais ça me montre que j'ai bien réussi à, accéder, au panier 2, je sais pas à qui il est, mais en tout cas, j'ai réussi à accéder à un objet auquel j'aurais pas dû pouvoir accéder. Donc là, voilà, c'est un peu la plus avancée parce que, on est allé voir les requêtes entre le navigateur web et le serveur, on est allé modifier ces requêtes et puis là, je vous ai dit, je vous ai un petit peu, simplifié, le fait que, on fait des requêtes, HTML puis des requêtes, JSON, enfin voilà, forcément c'est là, on rentre un petit peu dans le fonctionnement du web, mais vous avez vu que déjà, juste avec mes outils utilisateurs, j'ai encore réussi à accéder à des informations auxquelles j'aurais pas dû pouvoir accéder. Donc là, en l'occurrence, le panier numéro 2. Je ne sais pas à qui il est, mais c'est sûrement une information que je pourrais avoir si je cherche un petit peu. Très bien, donc là, on a fait 3 challenges, puis vous avez vu, des fois, on a des petits challenges bonus parce qu'on on clique sur des choses et on a des erreurs qui apparaissent, donc ça fait toujours plaisir. Quelque chose que je voulais vous montrer, en plus, alors c'est pas un challenge qui fait partie de Juice Shop, c'est quelque chose que je voulais vous montrer très rapidement, aussi pour vous montrer comment le pentest web ça peut être, enfin, du coup, comment là je vais vous montrer plutôt du pentest réseau, mais pour vous montrer que, c'est au final, très proche, dans le sens où je vais le faire sur Juice Shop, mais du coup c'est plus du pentest web, c'est sur du réseau et je voulais juste vous montrer un petit peu, un petit truc marrant, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, alors ça vous pourrez pas le faire sur les previews, enfin sur les previews publiques parce que, justement c'est parce que je suis en local, je suis en HTTP. Ici vous verrez HTTP, si vous êtes sur les sites publics, normalement vous verrez HTTPS. On peut aller voir tout de suite. Voilà. Ici j'ai bien HTTPS parce que c'est un site exposé sur internet, on ne trouve
quasiment plus de sites HTTP sur internet, ça n'existe quasiment plus. Donc sur ma version locale, je suis en HTTP et alors ça vous dit peut-être rien, HTTP, HTTPS, mais si je vous parle du petit cadenas, je pense que ça vous dira quelque chose. Alors le petit cadenas a disparu, malheureusement, maintenant c'est un bouclier. Mais à une époque, on nous parlait beaucoup du petit cadenas dans la barre. Il fallait qu'il y ait le petit cadenas parce que comme ça garantissait que le site était sécurisé et cetera. Maintenant, on a un peu laissé tomber parce que les gens avaient tendance à croire que s'il y avait un cadenas, c'était, forcément un site bienveillant, alors que pas du tout. Ça veut juste dire sécurisé en termes de cybersécurité, ça veut pas forcément dire, bienveillant. Ça peut être un site malveillant malheureusement. Mais du coup, c'est pour vous montrer à quoi sert le S du HTTPS. Donc là, HTTP, ça veut dire qu'il y a pas de sécurisation entre, mon navigateur et mon serveur. Il y a rien qui est sécurisé. La communication, elle est juste normale, ils s'envoient des messages, ils s'envoient des requêtes, ils se répondent, mais il y a pas de sécurité autour de cette communication. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ouvre un logiciel qui s'appelle Wireshark, hop, attends, je clique sur des choses, mais alors ne vous inquiétez pas. Oui, je lancerai ça après. Si je lance un logiciel qui s'appelle Wireshark, qui va en fait écouter ce qui se passe sur mon réseau, donc là je vais le mettre sur mon réseau local, hein, parce que tout est local, mon navigateur, mon serveur, donc j'ai juste à écouter sur mon réseau local, je vais voir la communication entre mon navigateur et le serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais alors je vais me déconnecter de l'admin, hop, voilà. Si je me log, alors je vais mettre quelque chose d'assez reconnaissable, genre hop, voilà. Je mets un password très secret, très compliqué, et je vais me loguer et quand je vais cliquer sur login, je vais regarder ce qui se passe sur le réseau. Hop, je lance ça ici, voilà, donc là il écoute. Je clique sur login. Bon, évidemment c'est invalide, j'ai pas créé le compte test@jeda.com, mais imaginons qu'il existe, hein. Je vais arrêter parce qu'il va continuer à mesurer. Alors là, il y a plein de choses qui se sont passées, hein. Wireshark, il a mesuré tout un tas, vous avez vu, de requêtes avec différents protocoles, il s'est passé plein de choses, bon. On va pas aller chercher très loin, ce qui va nous intéresser, c'est ici, là alors c'est très petit par contre, je suis désolée. Est-ce que je peux grossir rapidement? Oui, voilà. Donc ici, j'ai trouvé assez rapidement, parce que je commence à connaître un peu cette requête, mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelque chose avec login. Login, c'est intéressant, puisque c'est la page ici, /login, c'est là où on est quand on veut se connecter à son compte. Si je clique sur ma requête /login, qu'ici on va avoir plein, vous voyez, ouh là, plein de données qui apparaissent. Heureusement Wireshark nous les formate un petit peu plus proprement. Alors je vais aller directement à ce qui m'intéresse, ça va être à la fin. Et vous voyez ici, j'ai email et password qui sont dans ma requête réseau. Ici je clique sur email, ici je clique sur password, je vois mon mail et je vois mon password en clair, c'est-à-dire que la communication entre le navigateur et le serveur n'a aucune sécurité. Si vous êtes sur le même réseau, enfin c'est mon réseau local, donc c'est pas très grave, mais par exemple si j'étais connectée sur un Wi-Fi public dans un McDo et que j'étais en HTTP sur un site web, bah, c'est-à-dire que n'importe qui est sur le même réseau que moi pourrait lancer ce logiciel Wireshark et voir ma requête avec le mot de passe et enfin l'email et le mot de passe en clair. Donc choper le mot de passe comme ça rapidement. Alors, je vous montre ça, pour le «fun» entre guillemets, pour vous montrer que quand on fait du web, bah, finalement, là on n'est plus sur du réseau, parce que là je suis en train d'écouter la communication, réseau et cetera. Donc c'est plus tout à fait du web, mais finalement vous voyez, c'est quand même relié dans le sens où, bah, c'est un choix du site web de mettre du HTTP qui impacte ensuite la sécurité réseau. Donc tout est quand même un petit peu lié, hein, forcément il y a des passerelles entre les différents sujets. Et alors, je vais vous rassurer, hein, comme je disais, les sites, en HTTP, ça n'existe quasiment plus. Et donc du coup, ce problème-là, voilà, ce problème très précis du HTTP, globalement, vous ne le rencontrerez plus. Mais c'est pour vous donner peut-être une idée de pourquoi les réseaux publics, on les considère quand même un petit peu moins sécurisés. À une époque, c'était à cause du HTTP, maintenant, c'est des attaques en général quand même un peu plus avancées, mais voilà, un réseau public, c'est un réseau où tout le monde peut voir ce qui passe dessus, donc si c'est pas sécurisé, c'est un gros problème. Voilà, je vais arrêter sur OWASP Juice Shop pour le moment. Si vous voulez refaire les étapes qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre plateforme d'apprentissage Julie, et donc restez bien connectés jusqu'à la fin puisque vous aurez le lien vers tout ce qu'on a fait aujourd'hui, hein. Vous avez, donc un cours complet
cours/démo, où, vraiment il y a tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui et on reprend pas à pas les 3 challenges qu'on a fait. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait compris, vous pouvez aller voir, retester, relire les explications et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on vous a prévu également, un deuxième cours où vous trouverez, 3 ou 4 vulnérabilités de plus. Donc là, on a essayé de varier un petit peu les différents types de vulnérabilités, puisque bon, forcément, sur 100 challenges, il y a quand même des petites répétitions. Donc, on a sélectionné des challenges qui étaient un peu différents, et pareil, on vous accompagne vraiment pas à pas. On vous explique, les différents, concepts, pour que vous puissiez, résoudre ces 4 challenges. Et si évidemment, le Juice Shop vous intéresse, vous pouvez aussi aller sur le site officiel, de Juice Shop, où, vous trouverez, comment installer par exemple, le site si vous voulez l'installer sur votre machine et sur l'onglet Learning, vous trouverez également, un lien vers un livre complet qui vous explique les différents challenges, qui vous guide, à travers, le site. Vous avez évidemment plein de blog posts, de write-up sur internet puisque comme je disais, c'est quelque chose de très classique, très connu. Donc vous trouverez plein de ressources pour vous expliquer et même le site en lui-même, OWASP, a un tutoriel que j'ai pas activé parce que, c'est moi le tutoriel, mais voilà, vous pouvez aussi activer le tutoriel pour essayer d'avancer, dans les challenges. Et comme je disais, sinon, déjà, vous pouvez faire guider, sur notre plateforme Julie, sachant que sur Julie, donc en fait, on a aussi, nos contenus, nos formations payantes, mais aussi du contenu gratuit. On a plus de 50 heures de contenu gratuit, alors pas que sur la cyber, sur différents sujets, hein, data, IA, cyber. Donc vous pouvez aussi aller voir tout ce contenu gratuit, pour voir, ce qu'on propose. Et évidemment, on a aussi une offre de formation payante qui est donc sur la cyber, on va avoir 3 niveaux. On va avoir les essentials qui sont vraiment, pour vous accompagner sur un peu les bases qu'on a vues aujourd'hui. Là, on a vu, le web, là, en essentials, on va voir le web, le système et le réseau et reprendre vraiment ces bases. Pour ensuite, éventuellement, aller en full stack, où là, la full stack, ça ressemble un petit peu aux 5 domaines, que je vous ai montrés. Alors on les fait pas tous parce que on en fait 3 principalement, de la red team, de la blue team et de la sécurité, vraiment des architectures, ce qui fait déjà beaucoup de sujets à aborder. Et ensuite, en lead, on va éventuellement effectivement faire un peu de gouvernance et creuser aussi des sujets, justement de pentest avancés, pentest API, pentest cloud et cetera. Et on a également aussi, pour l'aspect plus gouvernance, une formation ISO 27001. Comme je disais donc, il y a pas de prérequis à cette formation parce que, comme je disais, la gouvernance, c'est pas très technique, même s'il y a quand même, un petit peu faut comprendre un peu le haut niveau. Mais du coup, voilà, on a, 5 jours pour, se former à, lead, enfin implémenteur ou auditeur du standard ISO 27001. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur jeda.co, et prendre rendez-vous avec notre team admission, ou également participer à nos soirées portes ouvertes qui ont lieu tous les jeudis à 18 h. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce workshop et je vous dis à bientôt.